Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain, vous avez dû voir. Et je sais pas trop comment me présenter parce que les gens disent que je suis ethnobotaniste ou je ne sais quoi, mais moi je suis rien du tout. J'ai pas fait d'études dans ces domaines-là, enfin j'ai pas fait d'études du tout d'ailleurs. Et j'ai étudié le milieu naturel et d'abord le monde végétal par mes propres moyens, des livres et des gens. C'est le mieux je trouve. Et voilà. Et puis petit à petit, le monde végétal m'a amené au sol. Et puis voilà, tout ça, là, comment ça marche, les écosystèmes et les gens au milieu de tout ça. Aujourd'hui, je sais pas, a priori j'ai 1 heure, c'est ça? Un truc de ce genre. Pour parler du sol, c'est très court. Du coup, et surtout en lien avec les arbres et tout ça. Du coup, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu cohérent. Je n'ai pas trop envie de faire un truc, l'exposé magistral. Donc si ça vous convient, je suis une vraie pipelette, donc je vais parler, hein. Mais n'hésitez pas à me couper la parole, à poser des questions, à dire le contraire de ce que je dis, à critiquer, enfin ce que vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à vous en mêler si vous avez des choses à dire. Aucun souci avec ça. Ça va? Est-ce que moi après je ne sais pas non plus à qui je parle, donc peut-être que vous connaissez déjà la moitié de ce que je vais raconter, ou pas. Vous connaissez un peu la vie du sol, comment ça marche? Beaucoup? Un peu? On verra bien, en route. On va pas faire un exposé sur comment s'habillent les arbres, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais il y a au moins un truc fondamental à savoir si on veut parler du sol. Moi je vais faire une petite extension, on va pas parler que de l'arbre, mais des plantes en général, en sachant que les plantes c'est comme les animaux, il y a des souris, il y a des tarentules et puis il y a des vaches, quoi. Donc le monde animal, il y a évidemment plein de formes, plein de façons de vivre avec des petites différences. Dans le monde végétal, c'est pareil, hein. Il y a plein de variations. Mais en gros, vous savez tous que ça mange un végétal. Oui. So what? Pardon? SDK, nitrate, phosphore, potassium. Oula, oui. Mais d'abord, l'énergie. Ah, la lumière. Il mange de la lumière. Il y en a qui font ça, il paraît. Moi, j'en ai jamais rencontré en vrai. Ils le disent, mais quand ils sont à la maison, ils bouffent du couscous quand même. Voilà, ils ne mangent pas de la lumière, non. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est l'eau. Ah ouais. Nutriments de... On y va. Ils mangent de l'eau, donc H2O. Bon, l'eau, c'est pas très nourrissant, donc il faut rajouter quelque chose là-dedans. Oui, mais Du sucre, hein, les êtres vivants. du sucre. Alors on va mettre plus X égale sucre. On y va. H2O plus quoi? CO2. Voilà, du CO2, ouais. Du CO2 et ça donne du sucre. Enfin, c'est un composé carbone, hydrogène, oxygène. Ça s'appelle de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est du sucre. Donc l'arbre, principalement, sa source d'énergie, c'est du sucre qui provient du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Exactement comme nous. Quand on mange du glucose ou des pâtes, donc, enfin on mange des sucres, c'est exactement la même formule au départ. Lui, ce qui fait un arbre, donc, c'est qu'il mange de l'H2O et du CO2. L'eau qu'il utilise, elle est dans le sol. Donc tout le monde sait ça. Et ce sont donc les racines qui pompent l'eau et qui font remonter l'eau dans le milieu intérieur de l'arbre, ce qui va lui permettre d'avoir déjà un ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est donc le CO2. Lui, il est dans l'atmosphère, sous forme gazeuse. Donc il faut que ce CO2, il rentre dans le milieu intérieur de l'arbre pour que la fusion, enfin, on va dire ça comme ça, la fusion avec l'eau se fasse et qu'on fabrique des sucres. L'endroit par où ça rentre, ça s'appelle des stomates. C'est des petites fenêtres, un peu comme des sas, si vous voulez, qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est marrant, c'est-à-dire c'est comme deux bouées. Si c'est gonflé, ben c'est rond, et ça laisse passer l'air. Et s'il n'y a pas assez d'eau, ça va chier et ça ferme. Et du coup, il n'y a plus d'air qui rentre. C'est plutôt bien fait. Enfin, voilà. Les stomates, ils s'ouvrent, il y a l'oxyde de carbone qui rentre dedans. L'eau, elle provient des racines. Et là, grâce à l'énergie solaire, du coup, qui sert vraiment d'énergie au processus chimique, les plantes vont fabriquer de la chlorophylle, donc du sucre, et pouvoir s'en nourrir. Alors évidemment, il y a aussi tout le reste. Nous aussi, on ne peut pas vivre en ne mangeant que du sucre, hein. Il nous faut aussi un tas de sels minéraux et d'autres matériaux. Ces autres matériaux, chez les plantes, ils proviennent aussi du système racinaire. Donc les plantes, quand elles vont pomper de l'eau, elles vont pomper de l'eau, mais aussi tout ce qui est en solution dans l'eau. Et c'est comme ça que les végétaux se nourrissent. Voilà, quasiment exclusivement. Alors nous, si vous voulez, on va dire, l'arbre il est là,
Voilà. Vous voyez comme je le fais bien. Et le sol est ici. Et là-dessous, on va dire qu'on a des systèmes comme ça. Donc, des racines. Voilà. Nous, aujourd'hui, ce pourquoi je suis là, c'est pour parler de ce qui se passe ici. Cette partie-là. Le sol. Et voilà. On vient de dire que les racines, j'ai rien du tout préparé, alors on part à l'aveugle et bon, j'espère que ça sera cohérent à la fin. Enfin, un peu dans ma tête, mais voilà. Les racines, elles pompent de l'eau ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand nous on mange, par exemple, moi si je vais chez Harlequin à Nice et que je vois les glaces, je me demande pas si j'ai besoin de sucre ou pas besoin. Je bouffe une boule et puis point à la ligne. Et alors je vais manger et puis moi, ça va passer par mon estomac et quand ça arrive dans les intestins vont faire une sorte de filtre. Ce qui est utile et ce dont j'ai besoin, ça va rentrer dans mon milieu intérieur et puis on va le retrouver à différents endroits. Et ce dont j'ai pas besoin, ça ressort par l'autre côté, logiquement. Des fois, il y a des débordements, mais c'est normalement ce qui se passe. Ce tri-là que font nos intestins, il existe aussi chez les végétaux. Et dans le système racinaire, les racines, si vous voulez, on pourrait dire qu'elles goûtent le sol. Et donc, les racines des plantes, elles vont explorer le sol. On parlera d'autres moyens après. Elles vont explorer le sol. Et tout ce qui passe, qui est bon à bouffer, elles vont le prendre. Ce sont des petites protéines qui sont... Les protéines, c'est comme des clés avec une serrure. Hein. Il y a une protéine qui est là. Dès qu'il y a la bonne clé qui arrive, ça s'associe et c'est récupéré. Donc il y a des protéines, comme on en a dans la bouche, qui vont capter différents éléments minéraux, par exemple, différents atomes, et qui vont permettre à ces atomes de rentrer dans le milieu intérieur, c'est-à-dire dans la racine. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va les retrouver à l'intérieur de l'arbre. Dans les racines, il y a des cellules tout autour, puis à l'intérieur, il y a un tube qui s'appelle l'endoderme. Et dans cet endoderme, vous avez un réseau, un système de tubes, on va dire, qui permet à l'eau enrichie de sels minéraux de monter vers les feuilles. Et deuxième tube qui permet à l'eau enrichie du coup de sucre, après la photosynthèse, de redescendre dans les racines. Et cet endoderme, il fait le même boulot que notre intestin. Lui, il va filtrer. Et donc, toutes les substances ou les nutriments éventuels dont la plante n'aura pas besoin, elles vont rester à l'extérieur de l'endoderme, dans les cellules, elles ne rentreront pas dedans. Maintenant, du coup, vous l'avez compris, l'accès à la lumière, c'est une question très importante parce que c'est la source d'énergie pour un arbre. Pour le reste, la grande question, c'est ce qui se passe ici dessous. Comment ça se passe et comment ça vit. Du coup, on va parler maintenant, si vous voulez, vraiment du sol et de ce qui se passe au niveau du sol. En tout cas, on va essayer. Donc j'enlève mon arbre merveilleux. La première chose dont il faut qu'on parle, c'est très simple. On va dire qu'ici, c'est le niveau relatif du sol. La première chose qui est importante dans un sol, c'est ce qu'il y a au-dessus du sol qui s'appelle la litière. Voilà. Sans litière, il n'y a pas de sol. Il faut imaginer qu'un sol vivant, alors quand je parle de sol, je parle d'un sol idéal, un sol vivant comme on en rêve tous. Comme on en a hérité d'ailleurs il y a 8-9 000 ans dans nos régions, comme dans certains endroits. Un sol, c'est un double mouvement qui va comme ça et comme ça. C'est ce qui se passe. Voilà. Dans le sol, il se passe quelque chose de miraculeux. J'ai mis ça en 4 mots dans la petite phrase de présentation. J'ai mis dedans le mariage du minéral et du vivant, de l'organique et du vivant. C'est quelque chose d'absolument fabuleux qui passe dans le sol, c'est qu'on va marier du vivant, on serait à définir ce que c'est, mais enfin, des restes de vivant, du vivant et du minéral. Et ça, c'est quelque chose qui est assez remarquable, parce que quand on est là à parler de la terre-mère, de Gaïa et tout ça, ça paraît toujours un peu ésotérique, on se dit de quoi qu'on cause, mais on cause de ça, on cause de la vie qui naît dans le sol. Toute la vie sur Terre provient de là, et le miracle là, il se passe là-dessous. Donc on va essayer juste de décomposer un peu ça et de voir comment ça se produit. Donc de la litière. Alors la litière, c'est quoi? La décomposition des feuilles, tout ça. C'est pas encore la décomposition, c'est des feuilles. La litière, c'est tout ce qui vit en surface et qui se casse la gueule et qui meurt. Là, en surface. Donc les animaux, les insectes, les végétaux, le bois, les arbres, tout ça, tout ce qui tombe en surface, ça va constituer la litière. C'est-à-dire, la litière, c'est la peau du sol. Nous, notre organisme, il est protégé par une peau qui évite que tout ce qui se balade rentre dedans et foute le bordel. La litière, on pourrait dire, sur le sol, elle a la même fonction, enfin, c'est entre guillemets, hein, mais elle a une fonction à la fois nourrissante et protectrice en surface. Tout ce qui tombe à la surface du sol
il faut à un moment donné que ça puisse rentrer dans le sol. Alors si vous êtes une vache et que vous mourrez dans un champ, avant de rentrer dans le sol, il va falloir un petit moment quand même, c'est un peu gros. Donc cette notion de granulométrie, de la taille des éléments, elle est très importante pour comprendre ce qui se passe. Donc au début, on a des choses qui sont grosses. Même si c'est une feuille, c'est gros, hein. Par rapport à un grain de sable, ça reste gros. Donc tout ce qui tombe à la surface, heureusement, c'est bien gaulé. Il y a plein de petites bestioles qui vont s'occuper de découper ça en rondelles. Donc même les gros animaux, quand on mâche, qu'on fait caca, ou qu'on crache, ou qu'on vomit, tout ça, on a commencé une prédigestion d'éléments qu'on va restituer et qui vont être réduits en taille plus petite. Donc déjà, c'est positif. Les insectes vont faire la même chose, ils vont commencer à découper tout ça en petits morceaux, en morceaux de plus en plus petits. Donc, comme tout ça est bien fait, si on regardait ce qui se passe en surface ici, entre là et là, on verrait que les morceaux qui sont à la surface de la litière sont toujours plus gros que ceux qui sont plus bas. Donc il va se passer cette chose-là. Et puis au bout d'un moment, les morceaux vont devenir plus petits, et puis quand il pleut, eh bien, ils vont commencer à s'insérer entre les particules qui constituent le sol ici. Il faut savoir que dans un sol, vous avez en moyenne, bon, ça dépend évidemment de l'état du sol, mais ça peut aller jusqu'à 10% de matière organique dans la structure du sol. C'est-à-dire en gros 90% de minéral pour 10% d'organique. L'organique, c'est tout ce qui provient de la litière en surface qui a été coupée en rondelles, en petits morceaux. Voilà. Donc ça va commencer petit à petit, ces éléments découpés en petits morceaux, ils vont commencer à s'insérer entre les éléments minéraux du sol. Et puis plus ils vont devenir petits, ces petits morceaux-là, et plus ils vont rentrer en profondeur dans le sol. La caricature de ça, c'est par exemple chez moi, j'habite dans une châtaigneraie, c'est du sable, et du coup dès que les morceaux sont suffisamment petits pour s'insérer entre les grains de sable, quand il pleut beaucoup, ben, tous ces éléments décomposés de la surface, ben, ils vont traverser tout le sol jusqu'à arriver à la roche-mère, et puis ensuite ça va couler, et on va retrouver tout ça dans les rivières et dans les mers. On dit qu'on a un sol qui est trop drainant, et donc il va être lessivé. Donc on a un problème là, chez moi, dans ce sol. Ben moi j'ai un problème, le sol lui, il se débrouillera avec le temps. Mais en tout cas, il faut qu'à un moment donné, ces éléments nutritifs, on va dire ces nutriments qui vont arriver par-dessus, ils soient retenus quelque part pour que les êtres vivants qui en ont besoin puissent s'en servir. C'est les racines du coup. Entre autres. Voilà. Alors qui se sert de tous ces nutriments? Ben, tous les êtres vivants qui vivent dans le sol. Donc c'est les végétaux, ce sont les végétaux, les insectes, les bactéries et les champignons, globalement. Alors c'est là où ça devient compliqué parce que tout interagit avec tout dans cette histoire-là, mais on va faire ça. Du coup, on a ces éléments qui descendent. On va ouvrir, si vous voulez, maintenant on a compris le mécanisme général, hein, et on va ouvrir des parenthèses où on va essayer de regarder un peu différents éléments, comment ça se passe. La première chose qui est fondamentale à comprendre, c'est que normalement, quand il pleut, l'eau qui arrive sur le sol, elle va forcément descendre. C'est la loi de la gravité. Elle va descendre dans le sol. Dans un sol vivant, dynamique et structuré, l'intérêt, c'est que l'eau, elle va descendre lentement à l'intérieur. Et descendant lentement, elle va moins lessiver et moins entraîner avec elle les éléments minéraux dans le sol profond. Et l'eau, elle a une particularité physique qui s'appelle la capillarité. C'est en gros la capacité à s'accrocher. Une goutte d'eau, enfin une certaine quantité d'eau va s'accrocher aux parois du bocal dans lequel elle est contenue, toujours. Plus le volume d'eau est petit, plus la force de capillarité est importante. Donc une petite goutte d'eau, elle va être beaucoup plus dure à arracher de son contenant qu'un gros volume d'eau. Donc quand il fait chaud, si vous avez une bassine dans les Deux-Sèvres, une grosse surface d'eau exposée à la lumière, l'eau va beaucoup s'évaporer. Si à la place on avait 2 milliards de petites gouttes d'eau mises à côté dans des petits bocaux, elle s'évaporerait beaucoup moins vite, parce que la force de capillarité retiendrait l'eau aux parois. Dans un sol normal, c'est-à-dire qu'on n'a pas labouré, qu'on n'a pas retourné, qu'on n'a pas massacré, dans un sol normal, vous allez avoir, à cause de la taille des particules, des morceaux de litière qui vont descendre dans le sol, entre autres, vous allez avoir les plus gros morceaux en haut, donc les plus gros trous en haut, et plus vous allez descendre, et plus vous allez avoir des morceaux de sol fins, on va dire, et donc des espaces entre ces morceaux de sol, petits aussi. Donc l'eau qui va, il pleut beaucoup, le sol est saturé d'eau. Ben, l'eau, plus on va descendre en profondeur, plus les volumes d'eau
vont être petits. Ça va? C'est clair? Et du coup, quand il fait très chaud, eh ben, les gros trous, les gros volumes d'eau vont s'évaporer assez facilement, ça va créer des vides. Par contre, dessous, on a des petits volumes d'eau qui vont avoir plus de mal à s'évaporer. Et donc le sol, l'eau, grâce à la force de capillarité, va rester plus facilement dans le sol et va être plus dur à évaporer. Donc dans un sol structuré normalement, la granulométrie va provoquer une meilleure rétention d'eau dans le sol. Si vous labourez là, vous arrivez avec votre machin là, enfin votre tracteur et tout ça pour labourer, vous retournez tout ça, vous allez faire, on appelle ça des macropores et des micropores, des gros trous et des petits trous. Vous allez brasser tout ça et vous allez retrouver avec des gros trous dessous, des petits trous en haut, enfin un truc qui est dans tous les sens. Et là, vous allez perdre énormément d'eau dans votre sol et on n'arrivera jamais à avoir un sol qui va avoir une bonne capacité de rétention d'eau. Si vous arrachez ce qu'on appelle des mauvaises herbes tout le temps, à chaque fois que vous arrachez une mauvaise herbe avec une racine longue comme ça, là, vous faites un joli trou là, avec un méga macropore, et tout ce qu'il y a autour de ce macropore jusqu'au fond, ben, ça va s'évaporer 4 fois plus vite. À nouveau, vous allez empêcher votre sol d'avoir cette capacité de rétention d'eau et donc appauvrir petit à petit. Donc ici, une des conditions fondamentales pour qu'un sol se construise et vive, c'est d'une part la litière qui va amortir, qui va absorber, ces feuilles mortes par exemple, ce bois, va absorber une partie d'eau qui va restituer petit à petit. Donc c'est le premier tampon. Deuxième tampon, un sol en bon état, intact, avec une granulométrie positive, enfin, qui diminue progressivement, tout ça va vers la profondeur, des micropores, des macropores, puis des micropores, et une bonne rétention. Voilà. Et du coup, vu que quand on plante, on veut que le système racinaire il soit plus facilement du coup, à s'intégrer à la terre, si on ne retourne pas la terre, je vois pas comment c'est plus difficile pour la plante ou pas? En général, c'est prévu pour. Hein. Les végétaux sont équipés pour ça. Après, c'est évident que si tu as un sol, par exemple, trop argileux, qui a été très tassé, très compacté, ça peut poser des problèmes et ça peut être intéressant de faire un binage de surface, par exemple, pour permettre une meilleure pénétration. Mais si vous voulez, moi, je ne suis pas conseiller en agronomie. Donc, je peux traduire ce que je sais sur un plan théorique en pratique. Bon, je suis aussi agriculteur, donc moi je fais des châtaignes. C'est pas pareil, c'est pas du maraîchage, mais j'ai un jardin. Enfin, je connais un peu des bricoles là-dessus, mais je ne suis pas un spécialiste du tout de l'accompagnement par rapport à ces questions-là. Mais par contre, au moins, même si on est agriculteur et si on se retrouve devant une problématique avec un sol particulier, comprendre le mécanisme général et se dire ok, je sais comment ça doit être, je vois le problème que j'ai. Quelle réponse je peux apporter qui va au mieux respecter ce qui devrait se passer si j'étais pas là. Parce que si tu n'étais pas là, le sol trop compacté, au bout d'un moment, il va pousser des plantes qui se satisfont d'un sol trop compacté, qui vont le décompacter, et à terme, on aura un sol vivant et équilibré. Sauf que nous, on est pressé. Nous, on achète un terrain, on en va produire nos légumes, et on ne se dit pas, voilà, en 8 ans que le sol il se refasse. On a cette problématique-là. Du coup, je sais pas si ça répond clairement. Oui, non, je vois. Ouais. Du coup, l'eau, on ne va pas aller plus loin pour l'eau pour l'instant, parce que c'est... voilà, mais vous avez compris en gros le mécanisme. Il y a une deuxième chose qui est très importante dans le sol, c'est qu'il n'y a pas que des racines. Alors déjà, on a toujours l'impression qu'un arbre, c'est des racines qui vont super profond, etc. Moi, je vous parle de valeurs moyennes ou de cas généraux, hein. On ne peut pas rentrer dans les détails des différentes espèces. Mais globalement, la majorité des arbres, à peu près 80% de leur alimentation, ils la pompent dans les 30 premiers centimètres du sol. Donc on peut avoir des racines qui servent à l'ancrage, qui sont profondes, d'autres qui vont aussi apporter des nutriments, évidemment. Hein. Mais l'essentiel de la nourriture des végétaux, elle provient des 30 premiers centimètres du sol. Donc cette partie-là, et donc ça fait 30 centimètres. Donc dans cette partie-là, on a, on va dire ça, des racines d'arbres. Ça c'est une racine, hein. C'est joli. Hein. On a une racine. En gros, en moyenne, on dit, ça dépend du bouquin, mais 1 fois et demie, 2 fois le volume du pied, c'est-à-dire le volume des feuilles de l'arbre, si vous voulez, dessous en système racinaire, à peu près comme ça. Et vous imaginez quand vous êtes ici, là, par exemple, je n'ai pas trop vu ce matin parce qu'il faisait pas bon, mais sur certains talus, là, vous êtes dans des endroits où il n'a pas plu depuis 1 an et demi, là, comme il y a 2 ans. Vous avez des arbres, un arbre, un feuillu, même austria, là, comment il s'appelle, le charmoublon par exemple, un arbre comme ça en été, il ne peut pas vivre à moins de 200 litres d'eau par jour.
Donc il va respirer 200 litres d'eau par jour. Où voulez-vous qu'il la trouve avec un système racinaire comme ça? Il ne peut pas la trouver parfois dans l'endroit où il vit. Et pourtant il vit. Ben parce que cette eau, ils ont des associés, les systèmes des racines d'arbres. Vous avez tous entendu parler de ça évidemment, qui sont les champignons. Quand vous ramassez un champignon, vous voyez le champignon, le carpophore, ça s'appelle, et puis on imagine un mycélium dessous, un peu comme pour des radis, quoi. Mais imaginez qu'on a trouvé dans l'Oregon, c'est-à-dire aux États-Unis, un champignon qui s'appelle un armillaire, enfin, un truc très commun, et le mycélium de cet armillaire, il couvre 965 hectares. Un champignon. 965 hectares. 5000 tonnes, 20 000 tonnes le poids estimé pour 5000 ans d'âge. Un seul champignon. Donc dans un gramme de sol, à peu près vivant, vous pouvez trouver entre 1 et 10 km d'ifs de champignons. Alors un if, un champignon, ça n'est que des ifs, c'est-à-dire des petits filaments qui forment un réseau comme ça. 80% des champignons, vous ne les voyez jamais, ils ne font pas de carpophore. Donc nous, ce qu'on mange, les champignons qu'on connaît, ce sont des champignons qui ont un carpophore aérien. La majorité des champignons, ils vivent sous terre, vous ne les voyez jamais, ce ne sont que des ifs. Et un if, ça peut faire plusieurs centaines de mètres de long. C'est un tube dans lequel circulent des fluides, comme dans une racine d'arbre. Et un if, c'est une seule cellule. Moi, quand je grandis, mon bras il s'allonge parce qu'on rajoute des cellules bout à bout. Dans le monde végétal aussi, c'est comme ça. Chez les champignons, on ne rajoute pas de cellules, c'est la même qui s'allonge comme ça. Et imaginez un if qui fait un dixième de micron, ou un micron d'épaisseur, et qui fait 300 mètres de long. Et ça fonctionne. Et si vous avez une vilaine amibe, par exemple, ou un animal comme ça qui vient bouffer un morceau de l'if, vous le voyez sur Internet, vous voyez ça facilement, vous voyez qu'il repousse, toute la jonction se refait et c'est reparti, ça se répare. Un mycélium, ce sont des ifs, plein d'ifs, comme ça, qui explorent le sol et qui se développent comme ça. Ce qu'il y a d'extrêmement rigolo, c'est qu'on n'y comprend rien. C'est une exploration systématique du volume du sol, avec en même temps une capacité à se dédoubler, les ifs, à aller explorer d'autres coins. Parfois, vous avez des ifs de deux espèces de champignons différents. Vous ne savez pas du tout pourquoi. A priori, on ne voit pas de bénéfice immédiat à ce comportement, mais vous avez deux ifs comme ça, de deux espèces différentes. Ça peut être la même espèce ou deux espèces différentes. Ils se rejoignent. C'est comme s'il y avait des petits vélux qui s'ouvrent, et les deux vélux se mettent en contact. Et le milieu intérieur d'un champignon va se mélanger avec le milieu intérieur d'un autre champignon. Donc c'est très difficile pour les chercheurs, parce que si vous prélevez du mycélium de champignon sous un cep, bah vous savez ce que vous étudiez, vous l'avez pris sous carpophore. Mais si vous ramassez des ifs, vous isolez des ifs dans un petit morceau de terre, vous ne savez pas du tout ce que vous étudiez comme espèce. Et c'est d'autant plus compliqué, je vous dis qu'il peut y avoir comme ça des espèces de mariages, peut-être des histoires d'amour ou d'amitié, on ne sait pas trop pourquoi ça fonctionne comme ça, mais ils se relient entre eux dessous. Alors ces champignons, ils ont, comme tous les champignons, vous savez, on dit que c'est des parasites. On n'aime pas trop ce mot-là. Ils ne sont pas autotrophes, on dit ça. Ils ne sont pas capables de fabriquer leur propre sucre, contrairement au monde végétal. Bon, là, on vient de voir, avec l'exemple du petit arbre de tout à l'heure, que les végétaux, ils ont parfois un problème d'accès à l'eau. L'eau, elle contient aussi tous les éléments nutritifs des végétaux. Donc deux eaux déjà par elles-mêmes, puis tout ce qu'il y a en solution à l'intérieur de l'eau, qu'a cité, je ne sais pas comment tu t'appelles. Alexandre. Donc tous ces minéraux qui sont indispensables. Alors on connaît tous les principaux, carbone, azote, phosphore, potasse. Voilà. Mais il y a aussi tout le reste, évidemment, le magnésium, le zinc, le nickel, tous ces machins-là, le molybdène, tout ça, les végétaux ont besoin de tout ça comme nous. Donc un problème d'accès à l'eau, souvent, les champignons, un problème d'approvisionnement en sucre. Quand on nous dit de posséder quelque chose qui manque à l'un et qui manque à l'autre, pour être plus simple, c'est de s'associer. Du coup, dans l'évolution, les champignons ont petit à petit, se sont petit à petit symbiotisés avec le monde végétal. Il y a deux systèmes, on appelle ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, des mycorhizes. Lorsqu'un mycélium de champignon s'associe à une racine végétale, on appelle ça une mycorhize. Des mycorhizes, il y a deux sortes de mycorhizes principales. Après, il y a des sous-sortes. Mais nous, on aime bien ranger les choses dans des placards, là, les hommes. Des fois, on ne comprend rien à rien, mais on crée des cases et on met les trucs dedans, on pense qu'on a compris.
On verra dans ces conneries, mais enfin voilà. Donc les mycorhizes, il y a deux sortes de mycorhizes essentielles. Le premier, on appelle ça des endomycorhizes. Endo, ça commence par en, donc ça se passe dedans. C'est facile à retenir. En gros, vous avez une racine d'arbre. Au bout du racine d'arbre, vous avez ce qu'on appelle des radicelles. Vous voyez ce que c'est? Des petites poils. Il y en a beaucoup, des milliards. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, un pied de luzerne, on a estimé, parce qu'on ne les a pas comptés un à un, mais à peu près 3,5 milliards de radicelles terminaux, une luzerne. Alors, imaginez un platane. Et tous ces petits radicelles, qui sont des filaments très fins, le champignon, dans les endomycorhizes, il va pénétrer la cuticule, c'est-à-dire la peau, si vous voulez, du radicelle, il va la percer. C'est 80 bars. Hein. La pression nécessaire pour percer ça, c'est 80 bars. Imaginez un if qui fait un demi-micron, un dixième de micron. Au bout, il arrive à percer le bazar. 80 bars de puissance. Il rentre à l'intérieur du radicelle. Et là, il va rentrer à l'intérieur des cellules. C'est-à-dire qu'il va percer la paroi des cellules. Il va rentrer à l'intérieur des cellules. Il va faire ce qu'on appelle des arcuscules. C'est-à-dire qu'il va se ramifier à l'intérieur de la cellule. Et les échanges vont se faire directement en milieu intracellulaire. C'est hyper efficace, c'est comme une piqûre en intraveineux. Les échanges sont directs et très intéressants parce que très rapides. Ça, c'est les endomycorhizes. Un système endomycorhizien, vous allez le trouver dans des sols qui sont relativement structurés et riches. Le champignon n'a pas beaucoup de boulot à faire en fait. Il est dans un sol bien vivant, il récupère tout ce qu'il faut et qui se bouffe. Il l'amène à la plante. La plante, en milieu intracellulaire, elle va récupérer ce dont elle a besoin, et en échange, elle va aussi rétribuer le champignon en sucre. Comme c'est pas un gros boulot, enfin c'est moi qui explique ça comme ça, mais comme c'est pas un trop gros boulot, le champignon prend pas trop cher. C'est un commerce de proximité. Et du coup, pour un végétal, la rétribution au champignon, elle est de l'ordre de 20% de sa production photosynthétique. Donc à peu près 20% des sucres produits par le végétal vont servir à rétribuer le champignon. Et en retour, le champignon fournira l'eau, les sels minéraux et tout ce qu'il peut à la plante. Il faut savoir qu'en moyenne, dans les végétaux, dans les arbres et tout ça, tout ce qui est produit par le végétal en question, en termes de sucre ou de n'importe quelle autre substance chimique, il y a à peu près 20% de cette production qui redescend. Je vous ai dit tout à l'heure, l'eau, elle monte par ce qu'on appelle le phloème. C'est des petits tubes mis bout à bout. Enfin, c'est des cellules, ce sont des cellules mises bout à bout. Et la paroi entre les cellules disparaît, donc ça fait un tube. C'est bien parce que pour remonter, c'est toujours plus compliqué. Comme l'arbre ou la plante, elle évapore de l'eau, ça crée une aspiration, et l'eau, elle remonte comme ça. Ça s'appelle le phloème. Ça va dans les feuilles, ça s'enrichit en sucre, et ça redescend par quelque chose qui s'appelle le xylème, comme une fontaine. Ça grimpe à l'intérieur et ça retombe à l'extérieur. Et le xylème et le phloème, le phloème prend sa source dans l'endoderme, dans les racines dont je vous ai déjà parlé, et il redescend dans l'endoderme via le xylème, comme ça. Et bien, les échanges vont se faire directement là. Et les 20%, les arbres, tout ce qu'ils ont produit en sucre ou en substance, donc il y a à peu près une valeur moyenne de 10 à 20%, on dit, de cette production qui va redescendre par le xylème et être redistribuée dans le système. C'est-à-dire que le champignon va récupérer cette partie-là. Alors on voit dans les livres, les arbres sont coopératifs, ils sont gentils, ils prennent soin de leurs collègues, surtout quand ils sont blessés. Tout ça, c'est d'anthropisation, ça sert à rien. Enfin moi, je m'oppose beaucoup à ce genre de truc parce que, c'est une petite parenthèse, hein, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font des interventions de ce type comme moi là, et qui cherchent à nous faire sensibiliser et aimer le monde autour de nous. Et alors pour ça, on essaie de les faire ressembler à nous-mêmes. Ils sont coopératifs, ils sont gentils. Non, les arbres, on n'en sait rien du tout, ils sont coopératifs. Et on ne sait pas s'ils sont gentils. Et pour autant, ils ne sont pas du tout comme nous. Et pour autant, ils sont vivants, sensibles et dignes d'amour et d'intérêt. Ils n'ont pas besoin de nous ressembler pour qu'on les aime. Et moi, je crois qu'on devrait apprendre à aimer ce qui ne nous ressemble pas. Ça, on vivrait beaucoup mieux ensemble. Donc, moi, je fais le contraire de ce genre de discours. On ne sait pas si les arbres sont coopératifs. Ce qu'on sait, c'est que à peu près 20% de ce qu'ils produisent est réinjecté dans le sol via les systèmes mycorhiziens. Après, s'il y a un arbre là-bas qui a besoin d'une substance et qu'il n'a pas assez d'énergie, ou qui a besoin par exemple de plus d'eau ou de sucre parce qu'il n'arrive pas à produire de la moulée alors que l'autre là-bas il en produit beaucoup,
ben, via le réseau, il en prendra un peu plus. Est-ce que pour autant, celui qui a rejeté cette sucre, il est conscient qu'il va soutenir le pauvre malheureux là-bas au bout? On en sait foutrement rien. Ça, c'est de l'anthropisation. C'est pas l'arbre qui est beau, c'est le système. C'est pas l'homme qui est beau, c'est la vie ensemble. Enfin, j'exagère un peu, là, je pars en couille. Mais moi, je trouve que si on veut apprécier tout ça, il faut regarder l'ensemble et oublier l'individu. Sinon, on s'en sort pas. Donc voilà, endomycorhize, c'est des échanges intracellulaires dans les milieux riches. La rétribution par le monde végétal n'est pas trop chère, de l'ordre de 10 à 20%, je vous ai dit en sucre. Maintenant, vous vous promenez ici, là, dans vos forêts, là, tous les systèmes forestiers en France, dès que vous avez du noisetier, des pins, des sapins, des châtaigniers, des hêtres, ce genre d'arbres, toutes les landes, toute la Bretagne, là, toutes les landes bretonnes, les landes de montagne aussi, tout ce genre d'endroits, vous avez des sols qui sont peu évolués, qui sont souvent assez récents, peu profonds, donc on va dire peu structurés à la fin, plus pauvres. C'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher des nutriments parce que, on va en parler après, il y en a moins de disponibles. Donc les champignons ont un boulot beaucoup plus important à faire pour récupérer tout ça. Ce ne sont pas les mêmes champignons et ils vont établir des liens avec les végétaux qu'on n'appelle plus des endomycorhizes mais des ectomycorhizes. Et si on les ramasse tous, il n'y a pas de problème Se ramasse tout. les champignons, pardon. Le champignon, c'est Ça va pas... c'est désorganisé. Si on les ramasse tous, si. Non, mais pas tous, mais si on en ramasse beaucoup, je veux dire. Si on en ramasse beaucoup, en fait, vous avez dû remarquer, mais en dehors de certains endroits, les champignons, ils sortent pas tous les... Cette année, chez nous, en tout cas, il y en a des... Ah ouais, il y en a plein. On n'a même pas le temps de les regarder tous. Mais il y a des années, il y en a beaucoup moins, quoi. Et le carpophore, c'est quand même l'organe de reproduction sexuée. Donc si on prive... Alors les champignons, ils ont on va dire une reproduction végétative, ils ont la capacité de se développer, de se zaner, etc. Mais c'est du clonage. Donc on a un brassage génétique qui est nul avec ce système, comme les fraisiers avec les stolons par exemple. Hein. Mais si on ramasse tous les carpophores trop, ben on prive le champignon de sa reproduction sexuelle. Et à terme, si on était très nombreux, on finirait par avoir un manque de diversité génétique dans l'espèce donnée à cet endroit-là. Et forcément, au bout d'un moment, ben, si on perd de la diversité, on perd de la résilience. Donc si dans les endroits à forte concentration humaine et où on cueille trop, c'est problématique. Ouais. Faut en laisser un peu alors. C'est les mêmes règles que pour la cueillette des végétaux. Il y a des gens qui disent qu'il faut toujours laisser au moins un tiers. Oui, un tiers, ouais. Moi je trouve qu'au moins la moitié c'est pas mal. Ouais. Ouais. Okay. C'est un peu le même principe, on va dire. Enfin voilà, les ectomycorhizes, donc milieu difficile, ces champignons-là, ils ont besoin pour se nourrir et pour avoir tous les nutriments nécessaires d'aller puiser, d'aller chercher ailleurs, si je peux dire. Et donc ils vont rassembler, récupérer tout ce qui est récupérable, mais ils vont aussi avoir une propriété, c'est qu'ils peuvent aller attaquer la roche-mère dessous et la décomposer. Alors ils ne travaillent pas tout seuls, ils travaillent avec un petit animal dont on n'a pas parlé, je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout, mais qui sont les bactéries. Et les bactéries, elles sont vraiment à la base de tout. Et il y a des bactéries qui font un truc extraordinaire, c'est qu'elles mangent de la pierre. Nous, on mange des plantes ou des animaux. Les arbres, ils bouffent du CO2 et de la H2O. Et il y a des bactéries qui bouffent du caillou, de la caillasse. Et c'est la décomposition des molécules minérales, de la décomposition des molécules minérales dont elles tirent l'énergie, leur énergie vitale. Et ces bactéries, on appelle ça des lithophages, ça mange la pierre, littéralement. Et du coup, alors on ne sait pas encore très bien comment ça marche tout ça, mais on voit des extrémités mycéliennes, donc de mycélium des champignons, qui sont au contact de la roche-mère. Et là, il y a des amas bactériens, des amas de bactéries qui bouffent la roche, et visiblement, le champignon récupère une partie de ces minéraux rendus disponibles. Après, probablement, les bactéries en question doivent trouver un intérêt à vivre avec le mycélium qui leur pique une partie de leur travail. Mais on n'a pas très bien compris encore comment ça se passe ces échanges-là. Mais en tout cas, ces champignons-là, ils ont un boulot beaucoup plus important. Les échanges avec les plantes ne se font pas en milieu intérieur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pénétrer l'intérieur des cellules, mais ils vont se balader dans les milieux intercellulaires. Donc il faut se promener dans la racine, mais entre les cellules, et les échanges vont se faire à ce niveau-là. C'est un poil moins performant au niveau de la rapidité des échanges, mais ça marche aussi. Ce sont les ectomycorhizes. Comme là, c'est un boulot plus compliqué, on n'est plus dans du commerce de proximité, c'est cochon.
Et du coup, là, les végétaux payent beaucoup plus cher. On est plus près de 40% des produits de la photosynthèse en rétribution du végétal vers le champignon. Et c'est énorme. Imaginez que la production de pollen, par exemple, pour un arbre du type châtaignier ou un truc comme ça peut atteindre plus de 20% des produits de la photosynthèse. Alors 40% pour l'ectomycorhize, 20% pour fabriquer du pollen. Que vous ayez un peu de nectar et que vous ayez tombé malade la même année, il ne reste plus beaucoup pour vivre. Les végétaux, on ne s'en rend pas compte, mais en termes d'économie d'énergie, c'est des machines de guerre. Nous, on est complètement nuls comparé à ça ici. Donc les champignons, ils ont cet intérêt, cette importance d'amener des nutriments aux végétaux, voilà, et de les nourrir. Et en même temps, ils vont aussi structurer le sol. Parce que tous ces petits filaments, ces kilomètres d'if, même s'ils sont tout petits, c'est un peu comme si vous faites du béton. Quand vous collez un béton, à un moment donné, s'il y a des vibrations, vous passez souvent avec quelque chose de lourd, il va se casser en petits morceaux, puis ils vont tous se barrer. Maintenant, il y en a qui mettent de la fibre de nylon, c'est des sacs en plastique récupérés en tout petits filaments. Ils foutent ça dans le... C'est un peu dommage que ce soit du nylon, mais enfin voilà. On met ça dans le béton, il va être beaucoup plus résistant, ça va les champignons dans le sol vont avoir ce même effet. Ils vont structurer le sol, lui donner une meilleure consistance. Donc on a des champignons. On a vu le rôle de l'eau, on a un peu vu le rôle des champignons. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vous ai parlé des bactéries. C'est plus compliqué parce qu'on y comprend, on y connaît quasiment. En gros, on nomme et on connaît à peu près 1500 bactéries pour une quantité estimée de l'ordre de 15 millions, pour donner un ordre d'idée. Donc quand on parle des bactéries, c'est plus un exposé de notre ignorance que de notre connaissance. Mais il y a des bactéries absolument partout, à tous les niveaux, qui ont des rôles fondamentaux tout le temps. On ne sait pas tout à fait tout. Tout ce qui est vivant est construit avec des molécules. Hein, les molécules, ce sont des atomes assemblés entre eux, ça fait des espèces de blocs plus ou moins équilibrés et stables. Voilà. Et l'assemblage de tous ces blocs, ça va donner des choses de plus en plus grandes jusqu'à nous. Au départ, on a donc des atomes. Un atome, on peut encore décomposer en dessous, hein, on va partir de ça. Un atome, c'est un noyau avec des protons. Les protons, ce sont des charges positives. Alors, par exemple, le cuivre, vous avez 29 protons, donc 29 charges positives. Ça va? Autour du noyau, avec ces protons, on a des électrons qui se déplacent et qui tournent. Le cuivre, l'atome de cuivre, il y a un atome, normalement c'est neutre, hein, donc les charges électriques sont équilibrées. Donc vous avez 29 protons, 29 charges positives, et 29 électrons qui tournent autour, 29 charges négatives. L'ensemble, ça donne du cuivre, un atome de cuivre neutre. Maintenant, l'ion, on appelle ça un ion, cuivre, lui, il a perdu 2 électrons qui ont été arrachés au passage par un autre. Ils se rentrent dedans, tout ça. C'est une grosse soupe, tout ça. Ça se percute, ça bouge, il y a des gnénénias. Quand vous avez un plus et un moins, le moins, c'est comme un mort de faim. C'est comme un mec qui n'a pas eu de copine, ou une nana qui n'a pas eu de copain depuis 20 ans, là. Dès qu'il envoie un ou une, un moins, en chimie, c'est la même chose, ça cherche. Et dès qu'il y a un plus qui passe, ça y va. Voilà. Donc, notre cuivre, là, il a perdu 2 électrons, il se retrouve donc avec 2 charges négatives en moins, donc il a 2 charges positives en plus. Il est 2+, Cu 2+. C'est ça qu'on écrit en chimie. Tout le monde comprend ça? C'est clair? Voilà. C'est fondamental pour la suite. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a dit que les éléments qui provenaient de la litière, ils étaient composés en morceaux de plus en plus petits. À un moment donné, ces morceaux, ils vont faire une taille qui est de l'ordre de 2 millièmes de millimètre. Pourquoi cette taille-là? Parce c'est une valeur en termes de granulométrie qui est très importante dans le sol au niveau de sa structure. Les éléments qui vont être décomposés là, de la litière, ils vont rencontrer des éléments qui étaient déjà dans le sol. Dans le sol, vous avez ce qu'on appelle de l'argile. Vous connaissez tous l'argile. Vous savez ce que c'est? L'argile minérale. C'est une matière minérale. L'argile, ce sont une couche de silicium, une couche d'aluminium. Une couche de silicium, une couche d'aluminium. Le silicium, c'est Si4+, donc 4 charges positives. L'aluminium, c'est Al3+, 3 charges positives. Moins que le silicium, c'est ouf. Et souvent, dans les argiles, vous avez un aluminium qui part en promenade et qui va prendre la place d'un silicium. Et d'un coup, dans la couche supérieure de votre argile, ben, il manque un plus. Parce qu'il y en avait 4 au début, puis il n'y en a plus que 3 maintenant. Et du coup, la couche supérieure de votre argile, elle se retrouve avec, on pourrait dire, une charge négative. Ça va? Jusque-là? Ça déséquilibre, si vous voulez. Et du coup, ces argiles, petit à petit, quand elles vont se découper en fragments,
les argiles minérales sont toujours chargées négativement. Toujours. Prenez du smecta. Vous voyez ce que c'est du smecta? Le machin quand on a des brûlures. Vous mettez ça dans l'eau. Le smecta, c'est de l'argile, hein. Ni plus ni moins, c'est de l'argile, un minéral. Comme c'est plein de petites particules avec des charges négatives, elles se repoussent. Les moins n'attirent pas les moins. Ils se repoussent. Donc comme ils se repoussent, ça fait un liquide laiteux. C'est pour ça que vous avez un liquide laiteux quand vous le buvez. Ces particules d'argile. Vous mettez du sel dedans, qui sont des charges positives. Le sel, tous les sels sont positifs. Ben, chaque petite particule de sel, elle va capter une particule d'argile parce que c'est moins et plus. Ça s'associe. On dit que ça floccule et au bout d'un moment, l'argile elle va couler au fond du verre et l'eau va devenir transparente. Ben ça se passe aussi ici. Vous avez votre argile minérale qui est dans le sol, c'est des petits grains, ce ne sont que des charges négatives. Et les particules d'argile font à peu près 2 millièmes de millimètre. Ici en surface, ce qui va tomber dans la litière, à 90%, c'est du bois ou des feuilles. Tout ça, c'est de la cellulose ou de la lignine. Les celluloses et les lignines, quand on les découpe en petits morceaux, au bout d'un moment, dans le sol, elles vont toutes prendre une charge négative également, comme les argiles. Alors en pédogénèse, on parle de granulométrie et on parle d'argile, non pas minérale, c'est celle dont je vous ai parlé auparavant, silicium, aluminium, électroplanétaire, ça c'est des argiles minérales, mais n'importe quelle particule qui provient de la litière, qui rentre dans le sol et qui fait 2 millièmes de millimètre, on appelle ça des argiles. Alors c'est un peu paumatoire parce que c'est le même mot pour deux choses différentes, c'est juste une question de granulométrie. Ça va? La plupart de ces morceaux de cellulose et de lignine, ils vont être décomposés en tout petits morceaux de 2 millièmes de millimètre, et pour des raisons pour le coup qu'on n'a pas le temps de développer là, mais ils vont s'associer à ce qu'on appelle des carboxyles, des carboxylates. C'est juste des molécules, des morts de faim, là aussi, là, qui vont qui vont s'associer à ces argiles organiques, ces petits morceaux, et qui vont faire que tous ces argiles organiques vont elles aussi avoir des charges négatives. Ça va? Donc, les petites particules, 2 millièmes de millimètre, forcément, elles vont rentrer à un certain niveau du sol, parce que plus bas, c'est plus petit. Donc, elles vont s'arrêter là pour des raisons de granulométrie, et on va avoir des argiles minérales de charge négative, des argiles organiques de charge négative, plus des bactéries qui sont toujours négatives aussi, pour des raisons de vie. Et donc on va se retrouver avec cette couche-là, on pourrait dire une couche dans le sol, de ces éléments de charge négative. Maintenant, en haut, on a aussi ce dont nous a parlé Alexandre tout à l'heure, de cette litière va descendre ce qu'on appelle des sels minéraux. La plupart des sels minéraux, eh bien, ce sont des sels, ils ont des charges positives. Donc là, j'ai ma litière qui a été décomposée par les insectes et tout le bazar, coupée en rondelles, ça descend jusqu'à un certain niveau où ça fera 2 millièmes de millimètre, et puis là, ça reste un peu là. Là, arrive une grosse pluie, tous les sels minéraux qui étaient en surface, issus de la digestion des animaux supérieurs, des insectes, des champignons et des bactéries qui sont en surface, quand ils vont descendre, ben comme ils sont de charge positive et puis qu'il y a cette couche d'argile de charge négative, qu'est-ce qui se passe? Les argiles de charge négative vont capter tous ces sels minéraux. Les captant, ça va créer des groupements d'atomes ou des molécules plus grosses. On dit que ça floccule. Et donc ça va faire des particules plus grosses qui vont avoir encore plus de mal à pénétrer dans le sol parce qu'elles sont encore plus grosses, donc elles vont moins s'insérer dans les éléments minéraux du sol, et ça va faire ce qu'on appelle une couche d'agents colloïdaux, des colloïdes. Voilà. Et donc ça va faire une espèce de couche qui n'est pas imperméable, mais où vont être disponibles un tas d'éléments nutritifs qui vont être captifs à peu près 30 cm sous terre, comme ça. Ça fait ces agents colloïdaux. Et là, quand vous en êtes là, vous pouvez regarder votre sol avec un grand sourire, vous avez un sol extrêmement vivant. Parce que là, les champignons, ils vont kiffer à mort cette couche d'agents colloïdaux. Imaginez si vous alliez chez Harlequin et au lieu de prendre une glace et de la manger à la cuillère comme ça, où le seul source de plaisir, elle est là-dedans, vous étiez un champignon, vous enverriez des enzymes digestives dans un énorme bac de glace et vous iriez nager dedans, et la glace, elle rentrerait dans votre milieu intérieur par tous les pores de votre peau. Ben, ça, c'est la vie du champignon, le kiff intégral. Et nous, on a du mal à imaginer ça, mais là, quand vous avez cette couche d'agents colloïdaux qui s'est construite, vous avez vraiment un sol extrêmement vivant et intéressant parce que vous avez une rétention des sels minéraux.
Si vous n'avez pas la couche d'agents colloïdaux de charge négative due à la granulomélinéaire, ce que je vous expliquais, eh ben vos sels minéraux, avec la pluie, ils passent à travers et ils s'en vont. Et c'est perdu. Et vous avez perdu. Voilà, ça c'était, c'est en gros un mouvement très très important. Donc vous avez compris que ce truc-là, ça ne peut pas exister si vous labourez un sol. Si tu fais une aération de surface de ton sol, un binage de surface comme on dit, un binage ou deux arrosages, tu peux faire ton binage de surface, tu ne vas pas atteindre la profondeur là. Dès que tu commences à dépasser les 15-20 cm, forcément, t'empêches ton sol, t'empêches ce processus-là. Ouais. Ici, qui est fondamental. Alors après, il reste évidemment tout le reste. C'est-à-dire que dans le sol, il y a aussi plein d'autres êtres vivants que des champignons et des bactéries. Il y a aussi les vers de terre, les nématodes, toutes les variétés d'arthropodes et tous ces bazars-là. Il y en a énormément. On peut avoir les vers, il y a les épigées qui fonctionnent comme ça, un ver de terre qui vont de haut en bas. Ils vont de la ligne, c'est eux qui font les turicules, là, vous savez, les petits tas là, on voit qu'ils sont en surface. Eux, ils vont de base en haut jusqu'à l'aérien ici, font caca dehors, ils redescendent. Donc ils vont aérer, brasser, ils sont responsables de ce qu'on appelle la turbination, le brassage de tout ça. Puis il y en a d'autres, les endogés, qui fonctionnent comme ça, à l'horizontale, eux ils ne reviennent jamais en surface comme ça. Plus un tas de bestioles là-dedans, les nématodes et tout ça. Alors tout ça, tous ces animaux-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils digèrent. Il faut bien comprendre la différence entre la digestion et la minéralisation. Nous, on ne minéralise pas, on digère. C'est-à-dire que nous, on bouffe des trucs. Une partie, on le convertit en biomasse pour nous-mêmes. D'ailleurs, à ce titre, les animaux, quand un animal mange un animal, la conversion en biomasse moyenne, elle est de 10%. Alors moi, je te mange, à la fin, je récupère que 10% que je vais transformer directement en biomasse, tout le reste, c'est rejeté. Dans le monde microbien, bactérien ou autre, la conversion en biomasse, elle est de 60%. Là encore, beaucoup plus efficace que nous. Mais c'est intéressant, parce que moi, les 90% que je n'ai pas convertis, je les rejette. Donc on dit, j'ai digéré, et je rejette. Mais ce que je rejette, c'est encore des molécules complexes. Dans nos crottes, il y a plein de molécules complexes. Pour que les éléments nutritifs de nos déchets soient récupérés et rendus disponibles pour le vivant, il faut qu'ils soient au stade de la minéralisation, c'est-à-dire au stade particulier, on va dire. Donc il faut vraiment que les molécules soient complètement démontées. Et ça, il n'y a que les champignons et les bactéries qui savent le faire à la fin. Donc dans le sol, tous les nématodes, les vers, endogés, épigés, tout ce que vous voulez, les arthropodes, tout ce qui vit dans le sol, ils ne vont faire que manger et chier, si je peux dire ça comme ça. Donc ils vont digérer. La digestion, elle sert à mettre à la disposition des êtres qui vont faire la minéralisation des molécules suffisamment petites pour que ça soit possible, en gros, si vous voulez. Donc tous ces êtres vivants sont indispensables parce que s'ils ne sont pas là, eh bien, les éléments vivants ne sont pas assez pré-digérés pour qu'ils puissent être à la fin minéralisés. Donc ils sont aussi indispensables, évidemment, les vers et tout le reste est aussi indispensable. On ne peut pas avoir ce résultat-là, ce stade final d'une couche d'agents colloïdaux sans avoir l'intégralité litière, vie fongique, donc des champignons vivants, une vie bactérienne satisfaisante et des animaux qui assurent la fonction de turbination, de brassage de tous ces éléments. Si vous n'avez pas la litière là, dans un sol forestier comme chez nous, vous avez à peu près 1 millimètre de sol qui s'en va, qu'on perd tous les ans par érosion. Mais vous avez à peu près 1 millimètre de sol qui se fabrique tous les ans par dépôt de la litière à la fin. Donc on s'équilibre. Si vous n'avez plus rien là, vous avez labouré les champs labourés qu'on a là, et vous laissez ça en plein air là, vous avez l'érosion due au vent qui est multipliée, c'est des chiffres ahurissants, mais ça peut aller jusqu'à 200 fois plus. Donc c'est 200 mm à la fin qu'on peut perdre. Aujourd'hui, 20% des sols agricoles de la planète sont condamnés à disparaître d'ici 2035, 2040, on ne sait pas trop, entre 2030 et 2040, à cause de l'érosion éolienne et du manque de litière en surface. Et la litière, on pourrait la ramener par camion et enfin refaire de façon un peu artificielle. Non, mais le plus simple, ça serait de... Oui, bien il sûr, y a une bien sûr. règle, tu vois, sur Internet, on appelle la règle des 4 milliards. C'est en gros, on produit 4 milliards et des poussières de tonnes de carbone, d'oxyde de carbone par an, nous, les hommes. Et si on plantait toutes les terres cultivées du monde, les grandes, tu regardes les engins agricoles que tu utilises, tu prends la largeur et tu plantes des haies d'arbres, comme ça. Ouais. Il faut choisir, on ne plante pas n'importe quoi non plus, mais des arbres à croissance rapide,
Par exemple, chez nous, l'idéal serait du tilleul et du frêne, parce que vous avez entendu tout à l'heure, je vous ai dit, il y a les endomycorhizes et les ectomycorhizes. Et on a des arbres qui sont on pourrait dire des passeurs en quelque sorte. Le tilleul et le frêne, ils ont cette particularité d'être à la fois endomycorhizés et ectomycorhizés. Donc si tu arrives dans une forêt, comme par exemple là, où tu n'as que des pins sylvestres, des trucs comme ça, des arbres forestiers, si tu décides de faire ton potager, 80% des plantes qu'on mange, elles sont endomycorhizées. Donc si toi tu balances, tu veux cultiver des plantes pour te nourrir, si tu es dans un système où il n'y a que des ectomycorhizes, il va falloir, tes plantes elles vont pas se mycorhizer. Donc il faudra qu'elles poussent sans. Par contre, si tu as des frênes et des tilleuls, qu'il faut favoriser dans ce cas-là, eux, ils vont permettre, ils ont le double pontage. Donc ils vont permettre de transporter des éléments minéraux amenés par le système ectomycorhizien et de le redistribuer par le système endomycorhizien, donc dans ton potager en fait. Donc c'est pour ça qu'on dirait qu'il faudrait planter des lignes d'arbres, en fait, au début très serrées, comme on fait en reforestation d'Amazonie par exemple, hein, avec les bananiers, les eucalyptus, tout ça, tu plantes très serré, puis au fur et à mesure que ça pousse, tu en enlèves un sur deux, puis etc. Et tout ce bois, c'est du bois blanc. Alors si tu as un broyeur, pourquoi pas, mais on peut même le balancer au sol, on le laisse comme ça. La première année, la personne, elle fait ce qu'elle faisait avant, elle laboure, elle fout toutes ses merdes et elle sème. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la réalité. Et la deuxième année, avant récolte, on sème les engrais verts, on récolte le produit, et là, on arrête toutes les techniques habituelles. On se contente de laisser les arbres pousser, les feuilles des arbres tomber au sol, l'engrais vert pousser, on le roule, on sème, on le roule au sol, et on y va. On sait qu'on va avoir une chute de productivité la première année, enfin, un ou deux premières années, et puis on va remonter, et à la fin, il y a l'expérience de mener, ça marche très bien. Et si on fait ça, eh bien, on va augmenter la fixation du carbone dans le sol de l'ordre de 4 millions de tonnes par an, 4 milliards de tonnes par an, c'est-à-dire à peu près ce qu'on produit. On pourrait arriver aujourd'hui, rien qu'avec cette méthode-là, à avoir un taux de production d'oxyde de carbone sur Terre proche du zéro. Le problème, c'est que si tu mets plus de carbone dans le sol, tous les animaux là qu'il y a dans le sol, qui se nourrissent de carbone, le sucre c'est fait avec du carbone, hein. Tous les animaux qui sont dessous, ils vont aussi avoir plus de bouffe à disposition, en gros. Or, c'est des animaux qui respirent, donc ils vont libérer de l'oxyde de carbone. Alors, il y a un effet d'inertie dans le système qui fait que cet excès de carbone qu'on va injecter dans le sol, d'ici 15 à 30 ans, il va être rejeté. Donc, l'oxyde de carbone rejeté par le sol, si on fait ça dans 20 ans, il va augmenter. Mais ça nous donnerait 20 ans de répit. Et si entre-temps on en dégage moins, ça serait une bonne solution pour avoir 20 ans pour respirer et modifier nos comportements, par exemple. Une petite chose, parce que j'ai mis dans le petit texte que j'ai écrit ce merveilleux, je sais plus, du mariage du vivant et du minéral, je voudrais juste vous dire pourquoi. Là, je vous ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez, les argiles, granulométriques, qu'elles soient d'origine organique ou minérale, ou bactérienne, 2 millièmes de millimètre, que des charges négatives. Imaginez, vous avez du fer, c'est souvent le cas, dans le sol il y a beaucoup de fer ou beaucoup de calcium, ça dépend si c'est un sol acide ou alcalin. Vous avez du fer, le fer c'est Fe 3+, donc il y a 3+ disponibles. Si vous avez une argile, une bactérie de charge négative qui passe par là, vous avez l'autre fer de charge positive, qu'est-ce qui se passe? La bactérie, elle va se marier avec le fer dans cette nouvelle molécule. Il reste encore un plus de disponible dans le fer. Ben lui, il peut très bien s'associer avec une argile minérale. Et d'un coup, vous allez vous retrouver avec une molécule, vous avez de l'argile minérale, une bactérie, et au milieu, peu importe, et au milieu, excusez-moi, du fer. Et bien là, vous avez ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. L'acide humique, l'acide fulvique, tout ça, toute cette partie qu'on appelle là, ce sont des acides qui proviennent de la décomposition de la matière organique, donc du vivant. Tout l'humus, c'est de la matière vivante. Cet humus dans le sol, il tombe sur de la matière minérale, dite inerte. Et bien, grâce au fer, quand vous avez votre couche d'agents colloïdaux vivante ici, et bien, vous allez avoir un pontage qui va se faire entre des molécules issues de la vie, de l'organique et du vivant, et des molécules issues du minéral, de l'inerte. Et c'est là que se fait le mariage du vivant et du minéral, c'est là que se fait le complexe argilo-humique, et c'est de là qu'on vient, tous, au départ. Toutes les bactéries, tout le monde se nourrit de ça. Ça, c'est vraiment
le but ultime à atteindre, c'est ça qu'on devrait avoir en tête quand on travaille notre sol. Quand on travaille un sol, l'idéal ce serait qu'on arrive à ça. C'est pas possible partout, parce qu'on n'en est pas là. Imaginez que dans les milieux tempérés comme chez nous, les sols dont on est arrivé, c'est entre 3 et 5 000 ans en gros pour se constituer. D'autres endroits, ça peut prendre 20 000 ans. Quand on voit des gens aujourd'hui qui font de la permaculture et qui font une butte, moi j'en fais chez moi. Donc je dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est pas ça. Mais quand on fait une butte, on fait de l'hydroponie sans eau en suivant. On fait une surface artificielle au-dessus du sol, suffisamment satisfaisante pour faire pousser nos légumes. Donc c'est superbe. Mais, la couche colloïdale, là, visuellement, elle se démarque. ouais, parce qu'après, au départ, c'est très. Ça va se passer à une certaine profondeur, mais après, grâce à la turbination, au travail de la bioturbation, grâce au vers de terre, des bestioles qui se baladent là-dedans, tous ces agents colloïdaux qui sont là, petit à petit, on va les retrouver dans les 30 premiers centimètres du sol. Et quand tu as des sols, vous avez vu ça, des fois on a des sols avec des grains, vraiment des beaux granulés, là, ça fait presque des boulettes. Tu les prends dans la main, tu écrases, tac, ça fait une belle boule. Et tout. Enfin, ces sols, on a tous fait ça dans des stages à droite à gauche. Ben là, ces petites boulettes-là, ce sont le résultat de la floculation que tu as. Dans un sol pas structuré, comme chez moi, tu le prends, tu serres, ça fait une boule, tu lâches, ça refait de la poudre. C'est du sable. Et là, il n'y a pas d'argile. Il n'y a pas d'argile minérale. Donc si vous avez un sol trop drainant, trop sableux, pas d'argile minérale qui vont assurer cette fonction d'agent colloïdaux naturel, eh ben, il faut amener des agents colloïdaux issus de la matière organique, d'où le paillage. Par contre, le problème du paillage, c'est que la paille, c'est surtout du carbone. Donc si, par exemple, vous achetez des boîtes de paille pour pailler votre jardin, c'est pas mal en termes d'évaporation, parce qu'il y aura moins d'eau, vous amenez du carbone, mais l'azote, le phosphore, par exemple, qui est l'élément le plus compliqué dans la vie, à recycler et à préserver, ben le phosphore, il est principalement présent dans les fruits et dans les graines. Et du coup, si vous mettez que de la paille, alors en plus, quand on cultive, en général, on bouffe les fruits ou les graines, c'est ça qu'on prélève. Si vous laissez toutes les parties vertes et que vous avez les fruits et les graines, au bout d'un moment, il va forcément y avoir petit à petit une perte de phosphore dans votre sol. Le principal problème, il est là dans le paillage. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux pailler avec du foin mûr. Les gens disent oui, mais après ça se ressème, ça fait des mauvaises herbes. On s'en fout, ça fait du phosphore surtout. Et du coup, il vaut mieux parce que sinon, vous allez déséquilibrer le rapport entre le carbone et l'azote. Est-ce que tu penses ces analyses de sol, comment on peut faire pour avoir une idée claire, enfin la plus claire possible de ce qu'on a vraiment dessous? Alors moi je connais rien aux méthodes des ingénieurs en agronomie ou ce genre de choses en général là qui font des trucs que je comprends pas, Mais moi je trouve que la méthode de Ducerf, Gérard Ducerf là, diagnostic de sol, elle est très bien. Moi j'ai fait ça avec un groupe d'étudiants, un collectif. Ça, mais là c'était que des étudiants vers Toulouse. Et on fait un inventaire. D'abord on fait des unités écosystémiques, on va dire. Donc tu prends ici par exemple, je ne sais pas si vous avez une parcelle où c'est que de la forêt, d'autres plutôt de la prairie dégradée et une autre, je sais pas quoi. Voilà, on fait des unités comme ça à peu près homogènes. Après on fait un inventaire pour chaque unité de ce qui pousse dessus comme plante. Et après Gérard Ducerf a pondu un truc, là il y a un bouquin. Et du coup, pour chaque plante qui pousse, ça te donne un indice sur la qualité de ton sol, ou sa structure, ou les éléments qu'il contient, etc. Et à la fin, ça te permet d'avoir un diagnostic du sol que tu as. Et là, tu peux éventuellement soit orienter des gens, tu te dis, bah, si tu veux faire de la carotte, mon pauvre, là, il va falloir amener beaucoup de nutriments et tu vas beaucoup te fatiguer. Par contre, tu veux faire du framboisier, ça va être beaucoup plus simple, et puis voilà. Tu vois, on peut faire du conseil comme ça. Et tu peux vraiment arriver à évaluer la qualité de ton sol à partir de ce qui pousse dessus. Par exemple, tu vois on n'a pas parlé de ça, mais je veux dire, l'azote, on s'en fout. L'azote, c'est à 70% de la structuration de l'air qu'on respire. Ça n'existe que sous forme gazeuse. Pour que les plantes puissent l'utiliser, c'est très très important l'azote. Hein. Les nitrates, c'est de l'azote. Tous les engrais nitratés, c'est simplement pour donner de l'azote aux plantes. Voilà.
Et l'azote, pour qu'elle soit assimilable par les plantes, il faut qu'elle soit encore une fois minéralisée, donc en solution dans l'eau, pour que les végétaux puissent en profiter. Si vous mettez énormément de carbone, de paille, enfin, vous paillez énormément, au bout d'un moment, et que vous n'avez pas d'engrais animaux disponibles, etc., que vous ne rajoutez pas aussi d'azote. Au bout d'un moment, vous allez avoir beaucoup de carbone pour pas beaucoup d'azote. Vous allez avoir ce qu'on appelle un rapport carbone-azote qui n'est pas très satisfaisant. Et le monde fongique, les champignons par exemple, leur milieu idéal dans le rapport carbone-azote, c'est de 10 à 30, donc 10 fois plus. Par contre, les bactéries, c'est en gros de 5 à 10. Donc selon comment vous allez conduire votre paillage en surface, vous allez favoriser la vie bactérienne ou la vie fongique. Et selon ce que vous allez favoriser et l'acidité ou l'alcalinité du sol sur lequel vous êtes, ça va complètement influencer la façon dont votre sol va être capable de récupérer l'azote ou le phosphore par exemple. Après, c'est là où ça devient... Moi j'ai qu'une heure, alors on ne peut pas développer tout, mais selon l'acidité du sol, par exemple le phosphore, c'est PO3- au départ, il va évoluer d'une façon complètement différente selon qu'on est dans un sol acide ou dans un sol alcalin par exemple. Soit il va s'associer avec le calcium, soit il va donner des hydrogenophosphates, ça s'appelle, donc des composés, des acides, on va dire, hein, des acides phosphoriques globalement. Et tout ça, ça a des conséquences forcément. Mais ça, on peut le diagnostiquer à partir de la population végétale qu'on peut voir en surface. Moi je trouve que c'est le moyen le plus simple finalement, c'est pas trop compliqué. Hein. Tu te promènes, avec un petit carnet, tu notes tout ce qui pousse, après tu rentres chez toi avec un bon café, et tu prends le bouquin du cerf et... Ouais. Je trouve que c'est un bon moyen. Tu nous expliques qu'il peut y avoir un effet pas positif, pas réellement positif du paillage. Est-ce que des couvertures avec certains types de plantes qui vont rajouter de l'azote dans le sol quand on va, par exemple les légumineuses, est-ce que c'est une façon de l'enrichir? L'azote c'est clair, il y a l'azote atmosphérique, pour qu'elle soit fixée et minéralisée dans le sol, l'élément le plus important ce sont les fabacées. Parce que toutes les fabacées, les haricots, les petits pois, les genêts, les machins, là, les robiniers, faux acacias, tout ça, ce sont des fabacées. Toutes les fabacées, elles vivent en symbiose avec des bactéries qui s'appellent des rhizobiomes, des petites bactéries, qui sont elles-mêmes des fixatrices d'azote. Donc ces bactéries, elles peuvent fixer l'azote atmosphérique, le minéraliser et le rendre disponible dans le sol. Donc toutes les fabacées vivent en symbiose. Et elles sont responsables à elles toutes seules de près de, enfin ça dépend des endroits, mais de 40 à 70% de la fixation de l'azote dans le sol. Il y a à peu près 5%, c'est les éclairs. Chaque fois qu'il y a un éclair qui tombe au sol, il fixe de l'azote dans le sol. Pas beaucoup, mais c'est quand même 5%. C'est pas si mal. Après, il y a d'autres bactéries, les Frankia par exemple, qui sont elles qui fixent aussi de l'azote atmosphérique, mais les fabacées, c'est fondamental. Si par exemple, tu fais un diagnostic de sol, par exemple chez moi, quand je suis arrivé, il y avait des châtaigniers à l'abandon depuis 70 ans, il y avait plein de châtaigniers et plein de genêts, des genêts et des cytises, ou des hypocrépices, des machins de ce genre, mais des trucs qui ressemblent aux genêts, des fabacées. Si j'arrive et que je me dis, elles me font chier, c'est des arbustes, tu vois, ça nuit à la récolte, si tu veux ramasser tes châtaignes. Mais si tu commences par dire, ouais, non, mais moi, je vais garder les châtaigniers, ça me plaît, mais tous ces trucs, j'enlève, ben, t'enlèves la boucherie du village, quoi. L'apport d'azote, il est là. Alors, ils vont pousser quand même, mais plus fragilement, avec probablement une carence en azote à la fin. En termes de phosphore, par exemple, le phosphore, c'est compliqué, parce que le phosphore, je vous ai dit tout à l'heure, en milieu acide, les PO3-, il va se transformer en on va dire des acides phosphoriques, dont une bonne partie est très peu soluble dans l'eau, c'est un peu compliqué à capter, et donc on a une grosse partie, notamment les phosphates. Les phosphates, c'est des charges négatives, NO3-, c'est des charges négatives. Donc quand ça descend là, ben les argiles dont je vous ai parlé, les agents colloïdaux, là, ils ne vont pas pouvoir les fixer. Moins, ça se repousse. Donc ça va partir avec la flotte et c'est lessivé. C'est le gros problème des nitrates, c'est qu'ils ne sont pas fixés par les agents colloïdaux en route. Le phosphore, c'est la même chose. Et le problème du phosphore, c'est qu'il est très vite lessivé et perdu. Alors, si vous avez un sol vivant, avec une vie bactérienne et fongique importante,
une grosse partie de ce phosphore va être récupérée directement par les ifs ou par les systèmes bactériens. Mais si vous partez d'un sol dégradé, trop drainant, où il y a la vie bactérienne et fongique qui n'est pas assez développée, le phosphore de surface, il va très vite traverser tout ça et se perdre. Et d'autant plus si vous avez un manque de vie animale. Parce que les végétaux, c'est très compliqué à digérer. Je ne sais pas si vous savez, mais les vaches, elles ne mangent pas de l'herbe, elles broutent de l'herbe. Mais une vache, un mouton, quand il mange de l'herbe, il ne va digérer, enfin profiter directement qu'à peu près de 5% des éléments nutritifs qu'il y a dans ce qu'il a mangé. Le reste, les 95%, il mâchouille, il injecte de la salive, ça va dans le rumen. Et là, en gros, ce qu'il fait, c'est que la vache, elle a un élevage de bactéries, enfin de microbes, on va dire, de champignons et de bactéries, et de virus d'ailleurs, à l'intérieur du rumen. Et une vache, ça produit entre 2 et 6 kilos de microbes par jour. Elle élève entre 2 et 6 kilos de bactéries par jour. Et c'est ça qu'elle bouffe. C'est pour ça que ces cons-là, ils ont voulu filer des farines animales aux vaches, les scientifiques, là, ceux qui font des études. Ils ont dit, ah mais puisqu'elle mange des protéines, on a qu'à lui enfiler, nous. Et voilà, résultat, la vache folle, quoi. Il y a une petite différence entre de la poudre de vache morte et une bactérie qui a grandi dans le rumen, quand même, il me semble, mais eux, ça les a pas... Voilà. En tout cas, voilà, une vache, elle ne mange pas de l'herbe. Et cette matière, la lignine et la cellulose, c'est très compliqué à décomposer. Les seuls qui savent faire ça, c'est les bactéries et des champignons. Donc le phosphore qui est contenu dans les végétaux, ben pour le récupérer quand il est dans des systèmes complexes comme ça, ou dans des tanins par exemple, ou des systèmes très complexes, ben il faut des bactéries et des champignons, il en faut beaucoup, et bien actifs. L'avantage des animaux, c'est que les insectes, les végétaux utilisent un peu de phosphore, les insectes un peu plus, les animaux supérieurs encore plus, les mammifères, c'est le summum, et nous, je ne le raconte pas. Nous, on est des bonbonnes à phosphore, on a des quantités de phosphore phénoménales. Et l'avantage, c'est que nous, on n'a pas de lignine, pas de cellulose, nous. Donc nous, moi, si je meurs dans ma forêt, là, les champignons et les bactéries, ils se font un festin dès le départ, là, en surface. Donc une grosse partie de mon phosphore, là, il va être récupéré directement par la vie de surface de la litière, et il va être rendu biodisponible très rapidement. Et l'évolution du monde animal, elle est, en tout cas moi c'est quelque chose dont je suis persuadé, elle est en partie liée à la nécessité de récupérer ce phosphore et de le rendre biodisponible rapidement. Au secondaire, quand il y avait le monde reptile, enfin, on rentre dans les trucs après, mais on a cette fonction biologique de stocker du phosphore et de le rendre disponible, donc d'éviter qu'il se perde par pluvieux lessivage. Parce qu'après ça rentre dans les rivières, les océans, ça fait là aussi des solutions colloïdales. Avant que ça se dépose, il faut qu'on soit dans des failles sous-marines très profondes. C'est pour ça qu'il y a très peu de mines de phosphate à la fin. Et c'est le phosphore aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un des éléments clés de l'avenir aussi du vivant sur Terre. On gaspille énormément de phosphore. Et nous, même si tu es le dernier des cons, si tu as une vie de merde, t'es né tordu, t'étais malheureux toute ta vie, t'as tout raté, eh ben, du moment que tu nais et que tu meurs, biologiquement, tu as rendu un service immense à la patrie, tu as stocké du phosphore et tu l'as rendu biodisponible. Même le dernier des cons, il fait ça parfaitement. Et personne, en fait, en vérité, sur un plan biologique, personne ne nous en demande plus. Hein. On est là, nous, à se dire, il faut qu'on soit merveilleux, qu'on soit performant. Non, ça, je suis pas d'accord. Biologiquement parlant, ça suffit. Mais quand on est incinéré, c'est du gaspillage phosphorique. Il faudrait qu'on aille se décomposer. Ouais, et les cimetières, c'est encore pire. Donc on devrait écrire tous à nos mairies en leur demandant le droit d'être utilisé, c'est-à-dire composté, et que ce compost soit restitué au milieu naturel. Parce qu'on est quand même 10 milliards aujourd'hui. Et les cimetières, c'est une débilité profonde en termes de phosphore. C'est pareil, les animaux d'élevage. On a plus intérêt à les enterrer plutôt que de les mettre dans un sac à plastique à la poubelle. Ouais. Les Russes, ils ont fait un truc marrant. Hein. C'est pas toujours marrant ce qu'ils font, mais là, c'était marrant. Ils ont radioactivé une souris, ce qui est totalement interdit, évidemment. Foutu ça dans la forêt, et on a suivi les atomes de phosphore. Ben, au bout d'un mois, en surface, il n'y a plus de souris. Elle a été coupée en rondelles par tout ce qui vit. Et puis, dès qu'elle rentre dans le sol, il y a les systèmes fongiques qui ont récupéré le phosphore, et ensuite, les atomes de phosphore, on les voit, il y en a un, enfin, on voit des atomes de phosphore qui remontent dans le xylème d'un arbre jusqu'aux feuilles, il redescend par le phloème, il repart dans le système fongique, et on peut suivre. Et à la fin,
on retrouve ces atomes de phosphore sur à peu près 3000 mètres carrés de forêt, disséminés dans les plantes, les arbres, tout ça. Une seule. Donc imagine, si moi je meurs dans ma forêt, c'est pas 3000 mètres. Hein. Et pour finir, on va conclure, mais je vais vous dire un petit truc. Il y a quelques années, là, j'ai étudié justement le cycle du phosphore, j'ai essayé de comprendre ce truc, comment ça marche. Et puis moi, j'ai des châtaigniers. Je me promenais dans ma forêt parce que je voulais regarder s'il y en a que ça valait le coup d'élaguer ou pas. Et j'avais un sentiment vachement d'intelligence supérieure. Je gère ma forêt. Je coupe mes châtaigniers, je suis trop malin en fait. Je produis du sucre avec ma grande intelligence dans la forêt. Et on a quand même un sentiment des fois coupable, des fois supérieur. Quoi. Et au bout d'un moment, je regardais les arbres et je me disais, mais en fait, moi, je mange son sucre parce que j'en ai besoin. Lui, il me donne du sucre. Mais à la fin, lui, il pense que je vais mourir là où j'habite, comme tous les animaux qui se respectent. Donc à la fin, est-ce que c'est moi qui m'occupe des arbres pour bouffer leur sucre, ou est-ce que c'est les arbres qui me font du sucre pour bouffer mon phosphore? Qui bouffe qui à la fin, et qui nourrit qui, et qui est le plus malin dans cette histoire? Je sais toujours pas moi. Et je trouve que c'est intéressant des fois de se rendre compte de ça, parce qu'on est vraiment dans un échange de nutriments en permanence avec tout le milieu autour de nous. Quoi. Et ça n'a pas pour fonction de faire survivre une pauvre bactérie ou une racine d'arbre ou un champignon. Ça a pour fonction de perpétuer la vie. Là, c'est la vie. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus de vie. Tout le reste dépend de ça. Et ça dépend du reste, évidemment, aussi. Mais je trouve que si je peux vous inviter à un truc, achetez le livre de Marc-André Sellos. Il enseigne au Muséum d'histoire naturelle. Il a écrit un livre sur le sol, par exemple, où il est là-bas, derrière un chêne-break sur les champignons. C'est des bouquins qui font beaucoup de bien parce que je trouve que c'est comme si vous prenez des psylos, mais là on n'est pas obligé, il y a des gens qui sont réticents. Mais ça permet un peu de déconnecter avec cette espèce d'anthropocentrisme et de l'individualisation du soi. Alors, on a toujours l'impression d'être hyper important, et ces bouquins nous permettent un peu d'avoir moins peur de disparaître, parce que du coup le soi est vachement moins important que le nous. Et ça, je trouve que c'est des livres qui font du bien et qui évitent de rentrer dans les dépressions, réchauffement climatique. Ça, on tourne autour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.